Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, on va parler compétition, mais compétition un petit peu spéciale. En cette fin de saison était organisée la première compétition internationale de grande voile au monde par nul autre que Red Bull. On ira aussi du côté de Paris, à Arcos-Pantin très exactement, qui organisait des masters internationaux de difficulté d'une manière un petit peu décontractée. Et enfin, malheureusement, on va reparler de la grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi, qui n'est finalement peut-être pas tant tirée d'affaire que ça. On est parti. News numéro 1, vous en avez peut-être entendu parler tant l'idée était folle. Depuis mercredi dernier jusqu'à ce samedi se déroulait une grande première, une compétition de grande voile mettant aux prises 8 duos de grimpeurs sur un barrage de presque 200 mètres de haut, le Red Bull Dual Ascent. Au programme, 2 grandes voies identiques de 6 longueurs allant de 6C+ à 8A chacune et des affrontements en duel. Parmi les grimpeurs sélectionnés, on retrouvait évidemment de très grands noms de la grimpe avec Sacha Di Giulian, dont on vous parlait l'autre jour avec l'ascension de la voie Rayou, mais aussi le champion olympique Alberto Rines Lopez ou l'américain spécialiste du bloc Sean Rabutu. Mais malgré toute cette belle réputation, il s'agissait aussi pour certains d'une première expérience de grande voile, comme pour la Suissesse Petra Klinger ou plus étonnant l'Italien Stefano Ghisolfi. Bref, vous l'aurez compris, pour cet événement, comme à son habitude, Red Bull nous offre plus une exhibition qu'une réelle compétition, qui n'est pas sans rappeler cette ascension de la plus haute cheminée d'Europe qui avait eu lieu l'année dernière et qui avait vu participer les Slovènes Janija Garnbret mais aussi Domen Škofic, qui lui était encore de la partie cette semaine. Avec cela, cette première restera unique en son genre dans le milieu de l'escalade, tant il est habituellement compliqué de réaliser une compétition de grande voile de cette ampleur, aussi bien d'un point de vue logistique que de l'équité. En petite finale, on retrouvait la cordée italienne Stefano Ghisolfi, Marcelo Bombardi, qui s'est imposé face à la paire Petra Klinger et le français Luna là devant, tandis que la grande finale voyait s'opposer les Slovènes Domen Škofic et Jarnej Kruder, qui étaient opposés à Alberto Rines Lopez et Luka Potočar. Si la première cordée citée aura longtemps squatté la tête de la compétition, ils se feront surprendre au tout dernier moment, alors que Jarnej Kruder tombera dans la dernière longueur, un affrontement que je ne peux malheureusement pas vous montrer en intégralité puisque Red Bull a choisi de ne pas diffuser les images en attendant d'en réaliser un mini documentaire qui sera, à n'en pas douter, assez incroyable à regarder. News numéro 2, on en parlait il y a 2 semaines, la grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi avait provoqué une grande inquiétude médiatique suite au championnat asiatique, où elle était apparue sans porter son voile lors de l'épreuve de combiné. Suite à cela, les rumeurs l'envoyant en prison s'étaient montrées nombreuses, mais elle s'était finalement montrée saine et sauve en rentrant de Séoul, lieu où se déroulait la compétition. Et si déjà on se doutait fort que cette déclaration avait été faite sous la menace, la BBC Persan a continué de transmettre des infos inquiétantes à propos d'Elnaz Rekabi durant les 2 dernières semaines. Après son allocution télévisée, elle ne serait d'ailleurs pas rentrée chez elle et aurait été aperçue en train de monter dans un van. Elle aurait d'ailleurs rencontré le lendemain le ministre des Sports iranien dans la même tenue que la veille, ce qui aurait éveillé des soupçons quant à sa sécurité. Le gouvernement iranien nie évidemment encore toutes les accusations et pourtant la BBC assure qu'Elnaz Rekabi serait assignée à résidence tandis que son frère aurait même été arrêté. Toujours selon cette même source, la grimpeuse aurait dû remettre un chèque de 35 000 € aux autorités et accorder une procuration complète à la Fédération iranienne d'escalade pour vendre tous les biens de sa famille. Tout cela en prévention d'une éventuelle fuite de sa part du pays. Une situation lunaire qui fait mal au cœur quand on imagine des institutions professionnelles et sportives liées à cela. Alors je ne vais pas vous refaire le même discours qu'il y a 2 semaines sur les vertus humaines, et c'est avec une extrême frustration que je vous tiens informé de cette situation. À la sortie de la saison compétitive, le timing est parfait pour le gouvernement iranien, car on ne pourra s'inquiéter de l'absence d'Elnaz Rekabi sur le circuit avant l'année prochaine, et comme chacun sait, le temps fait souvent trop bien son œuvre, et nous risquons tous de retomber dans le silence médiatique d'ici là. En attendant, je ne sais que vous recommander, si ce n'est de ne pas oublier et de toujours sans violence lutter à votre échelle contre ces actes d'oppression toujours plus immondes. News numéro 3, et maintenant que la saison compétitive est bel et bien terminée pour tout le monde, les événements alternatifs se succèdent. Ce samedi 29 octobre avait aussi lieu une autre compétition un petit peu spéciale, un Master international de difficulté à Arcos-Pantin. Et si celle-ci n'est pas un événement du calendrier de l'IFSC, la Fédération Internationale, du beau monde était tout de même présent et surtout l'ambiance était au rendez-vous. Des projecteurs, un public en feu, une soirée DJ d'après-compétition, bref, on était plutôt dans la célébration de fin de saison que d'une compétition sous stress intense. D'ailleurs, le format différait totalement d'une compétition officielle et offrait un cadre beaucoup plus
plus détendu pour les athlètes, avec des voies de demi-finale effectuées après travail, c'est-à-dire que les athlètes avaient déjà pu effectuer quelques runs sur la voie, tandis que les finales se déroulaient, elles, à vue, sans connaître la voie au préalable, de manière plus classique donc. Pour couronner le tout, l'organisation avait même prévu une diffusion en direct sur la chaîne Epic TV, je vous mets d'ailleurs le lien dans la bio si vous souhaitez la revoir en intégralité. En tout cas, chez les femmes, notre seule représentante française en finale, Zélia Avezou, ira chercher le bronze après un rude combat tombant une prise après la belge Chloé Collier, mais devant elle, il y avait encore une classe d'écart et 20 prises plus haut, c'est l'italienne Laura Rogora qui remportera la compétition. Après un gros combat sur la fin de la voie, elle tombera au bout du temps, juste avant d'aller chercher le top. Seule la Slovène Nia Krumpel pourra rivaliser, mais tombera 2 mouvements plus tôt, s'octroyant la 2e place. Et si chez les femmes, Zélia Avezou a su représenter la France avec brio, chez les hommes c'était une autre paire de manches. Pourtant, au final, on retrouvait 3 représentants français avec Mejdi Schalk, Romaric Geoffroy et Nao Monchois, mais ceux-ci tomberont tous au même endroit en sortant d'un toit sur de petites pinces jaunes. Face à eux, les Allemands Sebastian Alenke et Yannick Floé ne se feront pas prier pour aller s'installer sur le podium quelques prises au-dessus, mais le plus fort ce sera bien le japonais Taisei Oma qui montrera toute sa domination dans la discipline et s'octroiera la première place de la compétition en tombant encore quelques prises au-dessus des Allemands. Voilà, c'est tout pour ces infos et maintenant on passe au croix de la semaine. C'est dans le désert des Mojaves, à la frontière entre la Californie et le Nevada, que se trouve le tout premier 9B confirmé du monde, Jumbo Love. Et oui, si le premier 9B à avoir été annoncé n'est autre que la voie Akira par Fred Ruling en 1995, c'est bien Jumbo Love, plus de 10 ans plus tard, qui a établi la norme de la cotation en 2008. Et cette semaine, le monument est une nouvelle fois tombé sous les assauts de notre Sebouin national qui s'est fait un plaisir d'aller l'enchaîner. Après plusieurs déconvenues automobiles et plus d'1 heure de marche d'approche, il a pu se mettre au travail. Il lui aura fallu 10 jours de grimpe non consécutifs pour venir à bout du mythe. Entre les nuits dans le désert et les coincements de genoux, Seb a pu aller chercher les meilleures méthodes pour atteindre le crux dans le meilleur état possible, cela étant plutôt simple par la voie normale, mais bien plus dur par la voie directe. Car oui, si le français a enchaîné la voie normale, celle-ci cache encore un autre projet d'envergure, une voie déjà imaginée par Chris Sharma à l'époque, mais jamais enchaînée, la directe. En effet, le projet du falaisiste n'est pas qu'une répétition de la voie, mais bien un prolongement de celle-ci, ajoutant un 9A de 20 mètres avant le 9B actuel. Il a depuis réussi à enchaîner cette première longueur, atteindre le crux de la seconde depuis ce nouveau départ, mais tomber sans pouvoir la terminer. Reste donc à enchaîner le tout et peut-être nous donner une idée de la cotation. Et c'est la saison des répétitions mythiques visiblement, direction l'Allemagne et le site du Franken Jura avec Marco Zanon qui signe l'enchaînement d'Action Directe, le premier 9A au monde, ouvert par Alex Huber en 1991. La voie aura demandé 6 jours de travail au grimpeur qui a dû s'adapter aux conditions météo. Entre froid, humidité et trop de chaleur, cela n'aura pas été une mince affaire. Il a finalement pu enchaîner la voie lors de son dernier jour sur place avec 3 chutes dans la journée, mais il a pu réussir la traversée du premier coup. L'Italien clôture une bien belle année avec 3 voies dans le 9A et son premier 9A+, bien joué. C'est en Espagne, sur le secteur de Santa Linya, que Loïc Zeani continue sa folle saison avec l'enchaînement de Direct Open Your Mind, qui n'est autre que la version directe d'Open Your Mind, vous l'aurez compris. Une voie séparable en 2 parties par un repos, une première en résistance et force, et une seconde sur de la résie plus courte où il faut avoir encore assez d'influx. La voie initialement côté 9A, réalisée entre autres par le grimpeur youtubeur Magnus Midbo ou encore l'Autrichien Jakob Schubert, tendrait plus vers le 9A/+. Espagne toujours, c'est sur le secteur de Foz de Zafrané, non loin de Saragosse, qu'Enrique Beltran Blasco libère A Star is Born 9A. Équipé par Dani Fuertes, le falaisiste espagnol l'a décrit comme l'une des plus dures qu'il ait pu enchaîner, mais aussi comme la plus atypique du site, et nous on n'a qu'une seule hâte, c'est que d'autres grimpeurs de haut niveau viennent s'y frotter. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Caillou News. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous encourage à mettre un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, à mettre un commentaire en dessous de la vidéo si vous voulez débattre avec nous ou simplement nous faire remonter dans l'algorithme, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles informations. Tchuss!